Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo et le dernier épisode de nos previews de cette saison NBA 2023 qui se prépare. Dernier épisode où nous sommes trois une nouvelle fois. Changement d'équipe pour m'accompagner. Cette fois-ci, on a d'abord celui qui supporte une équipe dont on vient de parler à la toute fin de l'épisode 4. Il l'a raté, mais a priori il doit être confiant. Ça se passe plutôt bien, gamin, n'est-ce pas, avec les Toronto Raptors? Ouais, ça va, on verra bien. On a gagné quelques matchs de pré-saison, après ça veut rien dire. Donc surtout hâte de calmer les fans de Cleveland qui pensent que Mobley devait être Rookie of the Year dès l'entrée de saison. Évidemment, ça y est, la guerre est lancée. Et en parlant de guerre, eh bien évidemment, Madiane aussi avec nous. Et Madiane, on se met d'accord tous les deux tout de suite. On ne parlera pas des Worlds de League of Legends, ça te va? Là, de toute façon, nos deux équipes ont été honteuses. Donc oui, n'en parlons pas. Voilà, parlons plutôt basketball, parlons preview NBA. Et en plus, là, pour ce dernier épisode, forcément, on arrive tout en haut du classement. Alors, un classement, évidemment, qui est une projection de Kevin Pelton d'ESPN, je rappelle, donc une projection mathématique. On va pouvoir en parler. Il y a quelques surprises. On va attaquer d'ici quelques instants. Avant ça, le rappel, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas. Sur YouTube, bien sûr, vous avez les épisodes en avant-première pour cette preview. On vous devait bien ça. Sur Twitter également, notamment pour échanger avec notre cher Gabin ici présent, notre community manager. Et puis, écoutez, place à la petite pause et on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode de cette preview de la nouvelle saison NBA. 5e épisode, on arrive tout en haut de la hiérarchie NBA. En tout cas, a priori, en ce début de saison, on va pouvoir en parler et on va commencer avec plutôt une surprise, je pense, dans cette projection. Il y en a eu quelques-unes dans cet algorithme. Tiens, d'ailleurs, Madiane, je vais te lancer là-dessus, puisqu'on parle des New Orleans Pelicans qui sont projetés à 47,6 victoires, ce qui fait beaucoup de victoires. Les Pelicans qui étaient donc l'année dernière 20e attaque, 18e défense, donc pas très reluisant, mais qui ont fait des playoffs, qui ont plu à beaucoup de gens, qui ont été une forme de surprise, mais en tout cas, ils ont récupéré des fans, je pense, avec les playoffs de la saison dernière. Et la grande arrivée, puisqu'il n'y a pas eu de grands changements dans l'effectif, la grande arrivée, c'est le retour de Zion Williamson, un Zion en forme physiquement en plus, ce qui explique peut-être d'ailleurs la projection mathématique de tant de victoires, mais qui va aussi poser des questions. Alors, Madiane, je te lance là-dessus. On commence à avoir beaucoup de ball handlers dans cette équipe des Pelicans. Comment on va articuler tout ça pour arriver, on l'espère peut-être, en tout cas on l'espère pour eux, à ces 47 victoires? Ah ben, ça va être difficile quand même parce que c'est l'algo, il donne quand même 11,6 victoires de plus et je suis pas sûr que Zion tout seul il y arrive, à moins que ce soit le futur MVP de la ligue. Clairement, à moins de nous sortir un truc qu'on n'a pas vu. Non, 11 victoires de plus, je l'envisage aussi très difficilement. Néanmoins, j'ai un peu regardé ce qui se fait et effectivement, les taux d'usage sont très très grandement répartis entre les trois loustiques et ça va être, à mon avis, très difficile de coexister. Les trois en fait sont à plus de 30%. Donc 30%, c'est quand même un taux d'usage, disons très haut. Ça commence à limite à se rapprocher de nos hélicentriques favoris qui existent dans notre ligue. Donc c'est à mon avis pas possible actuellement dans cette nouvelle configuration. Et j'ai envie de dire presque tant mieux. Moi je pense que ce soit CJ McCollum ou Brandon Ingram, j'ai pas de problème à les voir sans le ballon. C'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que c'est pas des joueurs qui ont tout le temps eu la balle pour eux tout seuls, notamment CJ a quand même cohabité avec un énorme mangeur de ballon sur son backcourt, hein, très efficace, hein, c'est pas un jugement de valeur quand je dis mangeur de ballon. Après, moi je réfléchis au retour de Zion et je me dis bon, ça va peut-être lui mettre moins de pression offensive, c'est peut-être pas plus mal. Le dossier est quand même, encore une fois, chargé, on en a parlé. Et dans le jeu off-ball, pour ce qui est de Zion, je l'ai envisagé et je me dis que justement, ça peut être intéressant parce que c'est pas un joueur incompétent au tir. C'est pas un sniper, mais il n'est pas incompétent à 100%. Et il a un athlétisme qui peut lui permettre de prendre des cuts très forts. Quand il te pose un écran, c'est volumineux. C'est quand même difficile à contourner. Et c'est des choses qui vont aider au jeu offensif de cette équipe. Et moi, je suis
pas très inquiet. À voir l'adaptation, si elle se fera. Mais je la vois plutôt naturellement. Je vois de la synergie entre ces trois-là. Eh bien, gamin, je vais te poser évidemment peu ou prou la même question, puisqu'effectivement, donc on se retrouve, Madiane les a cités, avec CJ McCollum, Brandon Ingram qui continue sa progression. On a évoqué son nom autour du DH20. Le retour de Zion Williamson attendu évidemment. Alors pas comme un MVP tout de suite, Madiane, je pense qu'on sera d'accord, mais en tout cas attendu comme une des futures superstars en NBA. Il y avait aussi cette fameuse histoire de Points Zion. Donc on a 3 joueurs qui aiment avoir la balle, mais qui sont quand même globalement plus des créateurs pour eux-mêmes que pour les autres. Toi, Gabin, tu le vois comment? Plus Point Zion, plus la balle pour CJ McCollum pour initier un pick and roll ou des pick and pop, comme le disait Madiane. Comment tu vois s'articuler cette attaque, notamment dans un premier temps, cette attaque des Pelicans? Déjà, l'attaque des Pelicans, Madiane t'a parlé des taux d'usage. Elle pourra marcher que si les 3 joueurs vont accepter de faire des sacrifices en fait en termes d'investissement dans le jeu. C'est-à-dire, les 3 vont pas pouvoir prendre autant de tirs et prendre autant de responsabilités que pour Zion en 2021 et pour Ingram et McCollum l'année dernière. Mais en fait, c'est un avantage parce que là, on est en train de se dire que les 3 vont devoir de temps en temps se mettre un peu plus en retrait pour laisser les 2 autres copains jouer. Et après, Zion, en fait, il peut faire un bien fou à cette équipe parce que en étant off-ball, rien que sa présence sur le parquet, il représente une menace énorme. Enfin, le mec, c'est potentiellement la future superstar de la ligue. Et donc, tu ne peux pas le laisser tout seul parce qu'il sait shooter, il peut cut, il peut aller au cercle. Et donc, en fait, il va juste par sa présence créer plus d'occasions pour ses copains McCollum et Ingram. Parce que c'est-à-dire qu'un défenseur qui aurait pu lâcher le poste 4 pour venir prendre à 2, par exemple Ingram, ou mettre une autre pression, va devoir là respecter Zion. Et cet effectif, il fait très peur, sachant qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi Valanciunas. L'année dernière, la première moitié de saison où c'était le jeu des Pelicans, je vais même pas m'arrêter dessus. Valanciunas, c'était le seul qui arrivait à faire sortir la tête de l'eau à cette équipe. Lui, j'espère qu'on va lui laisser un peu de responsabilité, mais en fait, on a un Big Four aux Pelicans qui vont pouvoir, je pense, jouer ensemble. Mais il faut que tout le monde accepte de baisser un petit peu leurs responsabilités. Justement, j'ai envie de parler de l'organisation, en fait, des rotations de ces Pelicans, et je vais me retourner une nouvelle fois vers toi, Madiane, parce que voilà, on a beaucoup parlé, donc CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion, t'as cité Valanciunas, Gabin. Qu'est-ce qu'on fait dans le 5 majeur? Comment on organise les rotations de côté des Pelicans? Puisqu'on a eu donc Herb Jones, qui a fait une superbe saison, notamment défensive, en tout cas, qui a gagné quelques fans lui aussi, qui est devenu le chouchou de pas mal de personnes. On a toujours Devonte Graham. Est-ce qu'on part sur un starting 5 avec CJ McCollum à la main? C'est ça en fait ma question, Madiane. Est-ce que c'est CJ McCollum au poste, en tout cas au poste 1, parce qu'à la main on vient d'en parler. La balle va probablement circuler entre les différents ball handlers plutôt que sur une organisation plus classique avec un meneur qui a la majorité de l'usage. Comment t'organiserais ça, Madiane? Est-ce que tu mets CJ McCollum à la main? Est-ce que tu veux Devonte Graham? Est-ce que tu veux José Alvaro aussi, qui a beaucoup fait parler de lui avec ses interceptions? Est-ce qu'on joue big en fait avec Zion et Valanciunas, ou est-ce qu'on se réserve un peu de place puisque la rotation intérieure est peut-être un peu plus courte que sur l'extérieur du côté Pelicans? Moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, l'an dernier, le backcourt fonctionnait comme ça. Graham, il a joué en fait aux côtés de CJ, et je vois pas de contre-indication à cela, parce que finalement, ce qu'il faut voir dans les deux, c'est pas qui est le meneur, il faut voir le backcourt dans son ensemble, et il y en a un des deux qui a la balle. Et là, c'est pas forcément celui qui est catégorisé meneur qui a la balle, mais en soi, moi ça me gêne pas. C'est plutôt CJ qui aura la balle sur ce backcourt, mais Graham, à mon avis, restera titulaire parce que mine de rien, le travail a été accompli. L'an dernier, j'ai pas de reproche particulier à lui faire. Et après, oui, tu déroules Ingram, Zion, Valanciunas, il y a de la taille. Moi, ça me plaît en fait. Je trouve que c'est un 5 très cohérent. C'est pas le 5 qui m'inquiète dans cette équipe. Je trouve qu'il est plutôt cohérent sous ce format-là. Bon alors, cohérent, plutôt positif. On a envie de croire au retour de Zion, notamment puisqu'il est en forme. Donc, je vais poser la question qui conclut souvent ces previews. Où est-ce qu'on place la barre? Parce que là, 47 victoires, tu l'as dit, Madiane, ça fait un peu haut. Ça fait une sacrée progression, surtout que les Pelicans jouent à l'ouest, où on a beaucoup de monde. La question, du coup, je vais te la poser à toi, Gamin. Où on place la barre sur une saison réussie des Pelicans? Est-ce que c'est se qualifier en play-off sans passer par les play-in? Est-ce qu'on va se retrouver quand même au play-in? Parce qu'on a quand même
allez 6-7 équipes au-dessus qui sont difficiles à déloger. Comment tu vois, où est-ce qu'on place la barre une nouvelle fois, voilà, Gabin, pour déterminer si cette saison des Pelicans sera est une réussite ou plutôt un échec, ou en tout cas pas comme on l'espérait. Bah déjà ils doivent faire les playoffs. On va parler de positionnement, mais même s'il y a des équipes comme les Clippers qui sont totalement loupés l'année dernière, je me dis t'es les Pelicans, t'es arrivé 9e, t'as réussi à te qualifier aux playoffs par le play-in et tu rajoutes Zion qui est potentiellement une superstar, tu ne peux pas faire aussi bien ou pire que l'année dernière. Parce que ça serait décevant. Si l'équipe arrivait par exemple 8e et se faisait sortir au play-in, je pense qu'on pourrait tous considérer que c'est une saison foirée du côté des Pélicans. Et moi, je les verrais bien en play-in, mais du bon côté. Donc en 7e ou 8e, et passer sans problème les play-in pour rejoindre les playoffs, donc en 7 ou 8. Madiane, est-ce que tu partages cet avis? C'est toujours la question de la temporalité. Comment tu te places quand tu es ce type d'équipe en NBA? Bon, a priori, du côté des Pelicans, ça y est, on a enclenché, une période où on veut commencer à gagner des matchs. On n'est pas encore en train de décider de devenir contender. Donc, on veut continuer à gagner. À quel point est-ce que ça va être une réussite selon toi, Madiane? Moi, je la vois difficile cette saison, étonnamment, pour cette équipe. Moi, je suis très convaincu par ce 5, mais d'un côté, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré vers l'offense. Zion n'est pas un énorme défenseur au vu de ce que j'ai regardé en analysant ce qui produit. C'est pas top et ils me font peur en fait sur cet aspect-là parce que je pense que tu peux perdre énormément de matchs et en laisser beaucoup en route. En plus avec un Zion qui est de retour. Donc je les vois à 40, mais j'ai du mal à les projeter à beaucoup plus. Et je pense que il y a un univers dans lequel on les voit pas en play-off parce qu'ils se prennent une porte au play-in et voilà, c'est fini. Mais ça serait une grosse claque. Ce serait un échec pour toi ou pas, du coup? Oui. Est-ce qu'il le penserait comme un échec du point de vue du projet? Parce que t'imagines, tu fais revenir Zion et tu fais moins bien que l'année où il était pas là. Je trouve que c'est un message qui est pas très bon pour ta franchise. Donc il faut espérer que leur production offensive augmente vraiment et qu'ils arrivent à trouver la synergie que j'espère entre les trois. Comme dit justement en regardant les stats, je vois bien que ce soit CJ ou Ingram, ils arrivent à marquer pas mal de points off-ball, off-screen et c'est très intéressant parce que là il y aurait 2 gros poseurs d'écran, mais va falloir que ça se confirme sur le terrain très vite et pas de blessure. Et pas de blessure, évidemment. Ça, on croise toujours les doigts. De manière globale, dans toutes les prios, pour toutes les équipes, on souhaite le moins de blessures possible. Je pense que, pour résumer, on peut qualifier, en tout cas, moi, je qualifierais les Pelicans d'équipe d'espoir. C'est-à-dire que c'est une des équipes qui a quand même pas mal de pression, de par les résultats qu'ils avaient eus. Après, ils n'ont pas fait de folie à cette intersaison. Ils n'ont pas cédé aux sirènes de transférer plein de pièces avec plein de pics de draft pour récupérer un joueur ici et là, comme d'autres équipes qu'on a évoquées précédemment. Donc voilà, plein d'espoir du côté des Pelicans, mais en gardant un espoir modéré, on va dire ça comme ça, et on va continuer parce que on a encore quelques équipes avant d'arriver aux grands favoris de cette saison régulière. On va rester à l'Ouest et on va parler du MVP puisqu'on va parler des Denver Nuggets. Denver Nuggets projeté à 47,9 victoires, donc dans la projection d'ESPN, 9e attaque, 15e défense l'année dernière, un MVP, un double MVP d'ailleurs au sein de cet effectif, ce grand Nikola Jokic. On se pose pas trop de questions en haut du côté des Nuggets, sachant qu'en plus, on va récupérer Jamal Murray, le lieutenant 30 attendu. On a également ton chouchou Madiane, Michael Porter, qui pour l'instant artille en pré-saison et toujours aussi fluide. Bah tiens, je vais te lancer dessus Madiane cette fois-ci. En haut, en termes de talent, tout va bien. Est-ce que les Nuggets ont un supporting cast d'assez haut niveau pour être des candidats sérieux pour le titre et pour arriver avec l'avantage du terrain qui semble être l'objectif en saison régulière? Justement, ils m'ont fait poser une question parce que je regardais Vegas lors d'une préparation d'épisode et on regardait qu'ils étaient pas dans le top justement des contenders et Vegas se trompe très difficilement quand il n'identifie pas une équipe en tant que contender. Ils avaient même vu les Warriors l'an dernier, donc ils sont plutôt acérés. Et là, je me suis posé la question et en préparant cet épisode, je me suis dit bah ouais, c'est vrai.
je trouve que le roster, en dehors du coup des stars qu'on a cités, les joueurs de rotation, ils me font un peu peur. Déjà, il y a notre chouchou absolu, Jeff Green, dans cette équipe. Déjà, tu te dis, il va falloir compter sur lui. Le backup pivot, pour moi, c'est pas un poste à négliger quand on veut se lancer dans les playoffs. Bon, est-ce que on a besoin d'avoir des doutes sur DeAndre Jordan en 2022? Je ne pense pas. Et ça me fait peur. Et moi, je pense qu'ils vont gagner des matchs en saison régulière. Je pense que ça suffira largement pour ça. Mais je pense que très vite en playoff, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourront voir le terrain vraiment de manière fiable et régulière. Que leurs joueurs, deux des joueurs dans leur 5 ont un point d'interrogation au-dessus de leur tête, Murray et Porter. Un énorme point d'interrogation dans le cas de Porter, parce que vraiment, Alan était là-bas hier, et justement, ce matin, il disait, c'est magnifique quand il shoot, mais quand tu le vois aller au cercle, t'as peur qu'il se fasse le dos. Et c'est des joueurs un peu effrayants pour ça. Donc ouais, je suis pas, si tu me dis de mettre une pièce, j'ai pas envie de la mettre sur eux, et pourtant je trouve qu'à qualité de leur effectif, en tout cas de leurs meilleurs joueurs, top 4 joueurs, est incroyable. Mon Gabin, est-ce que tu partages des réserves de Madiane? Est-ce que tu es aussi craintif sur ces Nuggets ou un peu plus confiant? Non, je suis d'accord avec toi, le 5 de départ est top. C'est vraiment, ils ont même ramené KCP qui est un des meilleurs. Je suis bête ou quoi? 3&D. Ouais, 3&D. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à perdre le mot, mais sur le banc c'est hyper limité. On a des joueurs moyens de rotation qui vont en saison régulière, ça peut faire le taf, mais ça suffira pas, je pense, pour aller au bout. Et peut-être que Ish Smith, bon, il a joué Hornets. C'était pas Bruce Brown. Ouais. Après, je pense que l'effort peut venir de Bonis Island, donc qui va être sophomore. S'il fait un énorme step-up et qui devient un gros shooter en seconde unit, qui met des 3 points à tout va quand les titus sortent, pourquoi pas? Mais ça reste... une pièce en l'air de parier sur un... je parierais pas non plus sur les Nuggets. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, tu vois, c'est sur les guards, et à la limite, c'est là où ça irait presque. Où je me dis qu'ils ont déjà un porteur de balle, où ça peut le faire. Ça fait un peu petit si tu fais collaborer les deux. Écoute, Madiane, moi je vais être un peu plus optimiste sur les Nuggets. Moi j'ai envie de mettre une piécette sur les Nuggets, je vous le dis maintenant. Alors effectivement, il y a les points d'interrogation des blessures, notamment autour de Michael Porter Jr., parce que Jamal Murray, c'est plus une question sur à quel niveau il revient. Pour l'instant, on va pas le considérer comme un joueur qui a tendance à se blesser, même si là, il sort d'une saison blanche. Forcément. Si je mets ce point d'interrogation de côté, qu'il y en ait un sérieux, bien sûr, mais si on met ça de côté, moi je trouve que cet effectif est pas mal. Comme tu l'as dit, en saison régulière, bon, on se fait pas trop de soucis pour les Nuggets, ça suffira largement pour aller chercher a priori l'avantage du terrain. En tout cas, moi je les vois à cet endroit-là. Arrivant en play-off, certes, tu es un peu limité. T'as pas envie que DeAndre Jordan, tu l'as cité, voit le terrain. Mais avec le 5, vous les citez, donc Murray, KCP, Michael Porter, Aaron Gordon qu'on n'a pas cité, mais qui est tout à fait jouable et qui sera titulaire d'ailleurs probablement en poste 4, et Nikola Jokic. Tu rajoutes Bones Island en feu follet de banc. Alors c'est l'autre point d'interrogation, Gabin. Tu l'as souligné, c'est vrai qu'on a envie de compter dessus, mais ça reste un sophomore. Dans tous les cas, il a quand même un profil, de micro-ondes comme on dit, et qui peut rendre service, il peut jouer. Et des Bruce Brown, Jeff Green, qui peuvent jouer. Jeff Green peut même dépanner dans des small five en tant que pivot, on l'a vu. Alors, il faut pas que tu aies des tontons en face, mais c'est faisable. Bruce Brown, je pense, c'est jouable si tu as assez de shooters autour. Ça t'en fait 8. C'est pas extraordinaire, mais ça me semble suffisant. Après, la question du talent, de la hauteur. Est-ce qu'on retrouvera Jamal Murray, le spadassin, pour reprendre l'expression consacrée de Dunk Hebdo, qu'on avait vu notamment dans la bulle? Est-ce que Michael Porter va rester en santé et va continuer d'artiller? Nikola Jokic, je pense qu'il n'y a plus de questions maintenant sur le niveau de ce joueur-là. Nikola Jokic. Exactement, Nikola Jokic. C'est pas parfait, c'est pas l'effectif le plus profond qu'on ait vu, mais cette année, et on va en parler avec les équipes d'après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache avec une équipe taillée, carrée pour un titre clair et net. Donc du côté des Nuggets, on est dans cette course.
Alors, je vais vous poser la question pour conclure. Est-ce que les Nuggets font quand même partie des contenders sérieux pour le titre NBA en cette fin de saison? Madiane. Ah, c'est dur. Je t'ai vu souffler. Je les range au même niveau que l'équipe dont on va parler juste après. Très bien, c'est noté, ça fait un peu de suspense. Gabin? Non, je suis surpris parce que je vois l'équipe, on va pas spoiler, mais l'équipe d'après, je la vois plus haute, sur une marche un peu plus haute que les Nuggets. Ouais, les Nuggets, faut qu'ils prouvent parce qu'après Porter Junior et Murray, j'ai hâte de voir quand même. Et si on retrouve le Murray de la bulle, bon, ils sont favoris, sans problème, mais j'ai des doutes là-dessus. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai pas envie de me prononcer sur les Nuggets parce que j'attends de voir, quoi. Ok, du côté de Gabin, on joue la prudence, effectivement. Ouais, donc, plutôt dans un deuxième tiers, parlons-en de l'équipe d'après. Voilà, la transition est faite et en plus, il y a pas mal de parallèles qui sont faits entre ces équipes puisque le joueur principal est aussi un pivot et vous m'avez compris. On va parler des Sixers, des Philadelphia 76ers, projetés à 48,3 victoires, donc toujours la projection d'ESPN qu'on utilise pour ces previews. L'année dernière, 13e attaque, 11e défense, très solide. Les Sixers, bon, on les connaît, on vous les présente plus, donc évidemment Joel Embiid en pièce centrale, James Harden un peu plus en difficulté. On en a beaucoup parlé dans le DH20. Je vous invite, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter justement. James Harden qui perd quelques places dans la hiérarchie NBA, mais qui reste toujours un des plus gros initiateurs balle en main de notre chère ligue. Alors, beaucoup de questions autour des Sixers. Je vais d'abord poser celle du fan, celle d'Amine qui nous a proposé celle-ci. Est-ce que les Sixers sont condamnés à être un contender uniquement de saison régulière? Donc justement, c'est la question avec Doc Rivers en tant que coach. Commençons sur Doc Rivers. Et effectivement, il le précisait avec les rotations. Il y a Montrezl par exemple qui est arrivé et qui risque de prendre des minutes. On sait que l'année dernière, arrivé en play-off, Madiane, c'était la problématique que tu soulevais au niveau des Nuggets. On avait envie de voir sur le terrain des Paul Reed, par exemple. Malheureusement, il n'était pas prêt puisqu'il n'avait pas joué de la saison régulière. Donc, est-ce que Doc Rivers va répéter cette erreur, Madiane? Évidemment. Je te laisse nous donner un avis sur le Doc. Non, alors sur le Doc, moi je pense qu'il est pas fait pour des équipes qui essayent de gratter jusqu'au bout la win. En fait, il est très bien en tant qu'outsider quand ces équipes ont des soucis. C'est pas un bon contender. C'est un bon, tu vois, je le mettrais sur le banc des Pélicans. Je serais très heureux parce que je me dis, tiens, si c'est pour aller arracher le top 8, montrer du caractère, ça va le faire. Après, en play-off, on va pas espérer grand-chose. Peut-être il y aura un upset, mais pas plus. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Je trouve pas que ce soit un mauvais coach, mais j'ai du mal avec le Doc sur sa gestion des effectifs. Il n'arrive pas à les penser pendant la saison régulière pour la suite. Et je pense que inévitablement, on va avoir même cause, même conséquence, où on risque de les voir plutôt bien en saison régulière et même mieux que prévu, parce que ils vont être plus en place, parce que ça a quand même moins bougé que les saisons précédentes. J'imagine bien que ça va tourner plutôt pas mal sur cette saison régulière, mais je pense qu'on aura les mêmes écueils en play-off ou sur des moments clés, ça va pas le faire, ou où il va manquer un ou deux joueurs, mais en fait tu les avais, mais tu les as pas préparés parce que tu n'y as jamais pensé aux problèmes que pouvaient te poser les équipes pendant la post-season. Moi, voilà, j'y crois autant que les Nuggets du coup dans cette équipe, c'est-à-dire ça va arriver, on va les voir faire une belle saison régulière et être très gros, mais ça va montrer quand même des limites. Mon Gabin, tu l'as teasé, tu les vois au-dessus des Nuggets, tu les vois un peu plus forts. Est-ce que t'es plus confiant, semble-t-il, que Madiane? Qu'est-ce qui te met en confiance sur les Sixers pour cette saison par rapport à la dernière? Je suis pas fan de Doc Rivers non plus, mais juste sur l'effectif, pour moi, ils sont au-dessus. L'effectif est trop bien pour de la saison régulière. C'est pour ça que Doc Rivers m'inquiète parce que là, il y a aucune excuse. Le 5 de départ. Est-ce que vraiment il y a un meilleur 5 de départ aujourd'hui dans la ligue? C'est un truc de fou. James Harden, Tyrese Maxey, on a Tobias Harris, on a tendance à l'oublier mais il est là. PJ Tucker qu'on a ramené, justement en fin de saison, Joel Embiid l'a dit, j'aimerais bien jouer avec PJ Tucker. Tiens hop, PJ Tucker en 4 et Joel Embiid qui a failli devenir MVP en 5. Je suis pas d'accord du tout. Ah. Allez, c'est l'heure du débat.
La parole est à la défense, Madiane. C'est pour rare. toi. C'est rare. Ah, l'attaque plutôt. Moi, je trouve qu'il y a un trou dans l'effectif. C'est quel niveau? PJ Tucker. Je suis désolé, on est en 2022. C'est pas possible en fait. Je vais faire l'arbitrage. Je vais faire le juge sur PJ Tucker parce qu'on l'a évoqué dans l'épisode précédent où on était avec Amine et Ben. PJ Tucker, donc qui était au hit. PJ Tucker, il y a deux pans. C'est-à-dire qu'il y a PJ Tucker, le joueur de basket dans sa production, et il y a PJ Tucker, le joueur de basket dans son profil. Et en fait, il apporte malgré tout encore en 2022, comment dire, une espèce de pression sur les défenses et une alternance dans le jeu qui sert en tout cas l'offense des Sixers. Donc je vais me placer un petit peu du côté de Gabin finalement, je suis pas très neutre, mais ça a un intérêt. Mais on est d'accord, Madiane, sur le fait que PJ Tucker, on ne compte pas dessus pour que ce soit l'option 2, 3 à ton scoring. Ça tombe bien, c'est l'option 5 dans ce 5. À la limite, moi j'étais en train de me dire que je jouerais presque avec Niang. Avec George Niang au poste 4? En fait, ça dépend. En fait, moi j'imagine peut-être 3-4 c'est Harris Niang. Enfin, moi j'imagine les ailes comme un bloc, tu vois, avec Harris et Niang sur les ailes et puis voilà. Mais ouais, c'est. En fait, moi je trouve qu'à cet endroit-là, il y a une faiblesse et c'est pas une faiblesse comblable à un moment. Hein. Ils vont rester avec. Oui, bah après, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des trades pendant la saison. Mais je vais étendre un peu la question parce que là, on commence à parler de l'organisation finalement, notamment de l'attaque des Sixers. La question numéro 1, c'est un point qui a été soulevé par Amine dans une autre des previews où il parlait de la théorie d'Anthony Davis en tant qu'option numéro 1 aux Lakers. Et il disait, à juste titre, a priori, de son expérience de fan des Sixers, que quand ton option numéro 1 est ton pivot, ce qui est le cas ici avec Joel Embiid, ton intérieur, tu as une dépendance forte à ton niveau de guard play, parce qu'il te faut que tu aies un porteur de balle, un initiateur d'attaque, porteur de balle. Donc est-ce que la question, certes, il y a une petite question sur les ailes, mais globalement, tu as des joueurs de catch and shoot à peu près honnêtes, que ce soit Harris, PJ Tucker ou George Niang, ça peut faire le travail. Matisse Thybulle, c'est une autre problématique, on pourra l'évoquer si vous voulez après. Est-ce que finalement, du coup, je te renvoie la balle un petit peu à Gabin. Après, Madiane, je sais que tu as envie de je vois, Madiane, que tu as envie de réagir sur ces Sixers, ils t'inspirent. Mais est-ce que finalement, la réussite de cette saison des Sixers, elle passera pas par un James Harden? Alors, retrouver, c'est pas le mot, mais en tout cas par un James Harden au niveau de l'initiation de l'attaque de ces Sixers. Bah, si, mais après, il est en playoff, il s'est un peu craqué, mais quand il a débarqué à Philadelphie, James Harden, il a montré un très bon niveau. Et s'il joue toute la saison avec ce niveau-là de création offensive, il y aura aucun problème. Et je me dis que même les soirs où il est pas très chaud, en guard play, t'as Tyrese Maxey qui va commencer à faire pas mal de bruit et à encore progresser. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Et puis non, je vois pas pourquoi en guard play, je crois qu'on est servi. Ils sont allés chercher James Harden. C'est pour ça, je vois pas vraiment de faiblesse claire à cet effectif, à part le coaching. Du coup, c'est parfait. Tu me crées la transition. J'ai un peu fait exprès, Gabin, parce que justement, pour te renvoyer, Madiane, sur cette histoire d'ailier, parce que je sens que tu as envie d'en parler. Finalement, des mecs comme PJ Tucker, Tobias Harris, des George Niang, etc., c'est des mecs que tu as envie, quand tu as un bon niveau de guard play. Alors après, on verra quel James Harden on aura. Tyrese Maxey, qui est quand même plus un scoreur qu'un organisateur, mais tout de même, tu as un bon niveau de guard play. Tu as un pivot dominant. C'est des gars à qui tu vas demander juste de te planter dans le corner. Ça te pose vraiment, t'as vraiment un souci d'avoir une rotation Tobias Harris, PJ Tucker, George Niang, allez, Korkmaz, Matisse Thybulle sur les joueurs off-ball. Je la trouve vraiment pas incroyable, surtout au vu du matériel qu'il y a dans cette conférence. C'est surtout, tu vois, t'as un Giannis. Par rapport aux adversaires. Ouais, t'as un Giannis, t'as un Boston qui peut t'en mettre 2 de très bon niveau et que tu peux pas stopper en fait. T'as Brown et Tatum en face. Tu t'es sûr là de ton George Niang et de PJ Tucker? Il va falloir jouer l'attaque. Hein. Ah bah oui, il va falloir jouer l'attaque, mais est-ce que tu peux les outscore? Je suis pas sûr que cette version des Sixers soit une équipe qui est capable d'outscorer les Celtics. Moi, ça me pose des. Enfin, après, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est juste d'aller se montrer en demi-finale de conférence et de rentrer à la maison, ça peut le faire. Mais comme on m'en parle comme d'un contender, moi j'élève mon niveau d'attente et moi je dis que ça va être difficile.
Ça va être très difficile. Oui, ils n'auront pas d'énormes responsabilités offensives, ça je suis d'accord. Et même, je vais le dire, James Harden et Tyrese Maxey auront un certain niveau de guard play, et Embiid en soi a un niveau de guard play. C'est un pivot très atypique. Hein. C'est pas un pivot de pick and roll. Hein. C'est un pivot à qui tu peux filer la balle et c'est lui qui va lancer ton attaque. Il en est capable. Où tu files la balle dans un de ses spots et il est capable de se créer son tir. Donc en plus, moi je trouve qu'ils sont trop à l'avoir. Mais après, il va falloir défendre. Et t'as déjà Harden et Maxey en poste arrière. Qu'est-ce que tu vas défendre en fait avec cette équipe? Embiid, il peut pas tout faire tout seul. Embiid et Harris sont décents, ok, mais c'est tout. Derrière, sur les match-ups compliqués, tu peux faire démarrer Tybalt en 2 par exemple. Mais du coup, tu t'abordes encore plus ton attaque parce que Tybalt, tu t'attaques à 4 contre 5 et c'est pas non plus une solution. Tu ne peux pas en NBA et en playoff surtout arriver à 4 contre 5. Tybalt, c'est un joueur théorique. S'il avait un shoot, il serait parfait. Mais il l'a pas. Il lui suffirait d'avoir un shoot. C'est tout ce que je lui demande. Mais c'est pas fait pour lui. Ah, c'est pas fait pour lui. On peut quand même lui souhaiter de développer. J'espère pour les fans parce que si Tybalt a un shoot, magnifique. Ah, c'est sûr que ça change la dynamique. Mais justement, on a beaucoup parlé de l'opposition. T'as cité 2 autres équipes à l'Est, c'est les 2 autres qui nous manquent dans ces previews parce qu'elles sont au-dessus. Donc on va pouvoir en parler. Mais effectivement, pour la saison régulière, je pense que pour récapituler, on sait pas trop d'inquiétude. On n'a pas trop d'inquiétude pour les Sixers. Ça devrait bien se passer. On espère qu'ils arrivent à retrouver petit à petit une certaine alchimie. Après, on en rediscutera pour les playoffs, mais on aura le temps de faire des previews playoffs, je pense, d'ici là chez Dunk Hebdo. Donc, on va en parler des concurrents à l'Est, puisque il semble y avoir 3 équipes très très fortes, en tout cas parmi les contenders, plus ou moins contenders Madiane, comme ça je te l'accorde. Et l'équipe juste au-dessus dans les prédictions de cette saison régulière, c'est les Milwaukee Bucks, annoncé 49,5 victoires. 5e attaque, 14e défense la saison dernière pour les Milwaukee Bucks. Bon, je ne vous les présente plus, c'est-à-dire que il y a le numéro 1 du DH20 à la quasi-unanimité cette année, et je le place et j'en profite pendant que Ben n'est pas là, comme ça il ne peut rien me dire. Ah mais je relis, il y a le numéro 1 aussi, je relis dedans. Oui, c'est vrai que Jrue Holiday avait reçu le mois, donc il y a 2 potentiels numéro 1 du DH20. Non, mais en étant plus sérieux, bon, on connaît les Milwaukee Bucks, un effectif pas beaucoup remanié depuis leur titre, toujours basé autour de Giannis, toujours Chris Middleton en lieutenant de luxe, Jrue Holiday donc à la main pour la défense forte sur le point of attack, Brook Lopez pour le profil parfait à côté de Giannis. On les connaît, mais ils prennent de l'âge. Et ils se blessent petit à petit. Et d'ailleurs, c'est illustré par une de leurs acquisitions de cette intersaison, qui n'est nulle autre que Joe Ingles, qui, on l'espère, va un jour retrouver un terrain, mais qui est vieillissant et blessé. Bon, j'ai fait le constat. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Gabin, je vais te lancer toi cette fois-ci sur les Bucks. Bon, voilà, on sait où on va. Est-ce que le point d'interrogation, il est sur les blessures? Est-ce qu'ils seront en forme? Est-ce qu'ils auront le coffre pour aller au bout? Clairement, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, c'est uniquement mon avis, mais je pense qu'avec Middleton, il passait les Celtics, et après les Warriors, on peut pas savoir. On ne sait jamais. Voilà. Il y a Miami aussi après. Mais pour moi, les Bucks avaient largement les armes pour aller au bout l'année dernière. Donc finalement, on prend les mêmes et on recommence, quoi, et on croise les doigts pour que ça se pète pas. Non, ils prennent de l'âge. Brook Lopez, par exemple, je crois que c'est 34 ans, si je dis pas de conneries. On sait même peut-être plus que ça. Ouais, non, 34 ans. C'est 34, il me semble. Il y a eu des difficultés l'année dernière quand, dès le début de saison, il a loupé beaucoup de matchs. En fait, c'est la seule problématique qu'il y a autour de ces Bucks. Mais s'il joue, je trouve que c'est une équipe avec une profondeur incroyable qui peut être forte des 2 côtés du terrain. Il y a le top 1 des H20, comme on l'a dit. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas, ça serait pas considéré comme un énorme contender cette année encore. Pour modifier un peu la question à Madiane, est-ce qu'il existe un monde avec un peu de malchance, avec des fatigues, avec le besoin de se reposer un peu, parce que mine de rien, t'as pas envie d'arriver en bout de souffle non plus au play-off et à trop forcer, notamment sur tes joueurs majeurs. Est-ce qu'il existe un monde où Milwaukee rate le top 4, l'avantage du terrain à l'Est cette année? Non, ok, blessure. C'est la question posée par Tom, donc je te la pose. Blessure de Giannis. Hormis ça, moi j'ai l'impression que le niveau plancher que t'apporte Giannis, de toute façon, c'est pas possible. Au-delà de ce cas-là, moi je vois pas. Par contre, la suite, on peut en discuter parce que
Middleton, ça a été un lieutenant très décisif, mais bon, il vient de se blesser. Jrue Holiday a quand même montré que sans Middleton, il a quand même certaines limites. Bon, après, je me dis que avec Middleton, on les verra moins, clairement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup leur rotation, mais bon, imaginons qu'un Joe Ingles ne revient pas très bien. Moi, je suis désolé, mais Ibaka, Matthews, c'est pas possible. Et c'est plus des joueurs qui peuvent mettre le terrain. Et un Brook Lopez, désolé, mais il ajoute 13 matchs à son âge. Moi, j'attends de voir aussi. J'attends de voir sur pièce. Et c'est une pièce qui fit extrêmement bien dans ce système-là. C'est difficile de retrouver. Qui on peut retrouver? Moi, quelque part, j'avais dit presque limite. Il y a un joueur côté Bulls qui me fait beaucoup penser à Brook Lopez en plus jeune, c'est Vucevic. Pas beaucoup plus jeune, mais oui. Non, mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est des profils vraiment rares. Hein, c'est très atypique comme type de pivot. Vucevic n'a pas la protection, certes, le Brook Lopez, ouais, mais non, peut-être pas encore. tout... Enfin, Brook Lopez a évolué. Vucevic ressemble au Brook Lopez des Nets finalement un petit peu. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas la solidité garantie. Alors, ok, ils ont Giannis, mais sur un Giannis, on a bien vu que tu peux être très très dangereux, hein, parce qu'ils ont quand même failli les sortir. Hein. Mais parce qu'ils ont Bobby Portis, évidemment. À la bagarre, moi, je le veux bien. Ah bah, ça, on salue notre ami Nicolas Mirotic. On peut faire un ring avec Draymond Green. Let's go. On va laisser. Ouais, je mets quand même Portis. Hein. Sur la longe, peut-être que ça aide. Mais revenons au basketball. Je pense qu'on va pas s'étaler très longtemps sur ces Bucks. On connaît les forces en présence. Je pense que les fans aussi ont des attentes de titre. Il va falloir gérer les blessures, l'état de forme de chacun sur cette saison. J'ai une question complémentaire. Allez, vas-y. Si vous aviez le choix de mettre l'impasse sur cette saison et de préparer un renouvellement, est-ce que c'est pas le moment de le faire? Est-ce que tu peux vraiment te le permettre? Je pense que les Bucks... Non. Non mais mettons, il y a Giannis qui arrive dans le bureau en disant, bon, en vrai, ouais, je pense pas qu'on gagnera. Giannis n'arrivera pas dans le bureau faire ça. On est dans du basket fiction. Et tu as l'option. Il te dit, non, moi je reste, t'inquiète. On peut peut-être renouveler pour essayer de gagner le titre l'an prochain. Est-ce que tu prends le billet ou tu dis non, cette année on peut le faire? Est-ce que tu prends cette opportunité? Sur le papier, ils ont les armes pour le faire dès cette année. Hein. Ils ont gagné avec le même effectif il y a 2 ans. Bah, il y a pas d'urgence à tout reconstruire. La rotation était plus profonde, hein, comme dit Madiane, ouais. C'est-à-dire que les Ibaka, les Matthews commencent à avoir du mal à avoir terrain. George Hill aussi, ça devient compliqué. C'est Grayson Allen qui remplit ton 5. Grayson Allen, c'est compliqué. Enfin, le joueur que c'est. Je vais pas être l'avocat de Grayson Allen après ce qu'il a fait à l'extérieur. Non mais moi j'arrive pas. En fait, je peux pas l'encadrer. Enfin, en gros, non mais normalement je devrais bien l'aimer parce que j'aime bien ce type de joueur un peu teigneux sur le terrain et un peu. Enfin voilà, je dirais pas de mauvais mots dans le podcast, mais vous avez un Busquets ou un Casemiro. J'aime bien pour une analogie foot. Moi j'ai l'impression que c'est un joueur méchant pour être méchant et c'est pas le joueur avec du vice, c'est pas le joueur qui te sera utile. Pour répondre à ta question finalement, moi je pense que je tente encore. Alors certes t'es peut-être moins fort que ce que t'as été, même si t'as toujours Giannis, donc déjà c'est déjà bien. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Exactement. Mais par rapport, voilà, déjà aux équipes qu'on a citées, puis aux équipes dont on va parler juste après, cette année, et je l'évoquais aussi dans l'épisode précédent. Il n'y a pas l'air d'avoir une équipe clairement établie comme favori et tu te dis la fenêtre est fermée. En fait, si tu as une série de playoffs là demain, Bucks, bon, on va les citer, il manque plus que 2 équipes. Suns, Celtics, mais sinon Sixers, Nuggets, Clippers. Tu penses que tu peux le faire. À chaque fois, en tout cas, tu pars pas perdant. Donc du coup, à partir de là, ça veut dire que la fenêtre de titre est ouverte et ce serait bête de ne pas la tenter. Voilà, c'est pour répondre à ta question, Madiane. Je ne sais pas si ça te satisfait. Mais c'est comme ça que je la vois. Ou alors, faudrait faire une Warrior, c'est-à-dire si ton meilleur joueur se pète et qu'on t'annonce qu'il sera pas là pendant une grosse partie de la saison, à la limite, là, tu peux considérer ce que tu viens de dire et échanger des pièces pour être plus fort l'année prochaine. Mais si Giannis est en forme et si le Big Three joue et que les lieutenants restent en forme, je vois pas. Faut le tenter cette année encore. Voilà, et restons là-dessus. Faut le tenter encore cette année pour les Bucks avec un effectif qu'on connaît, ils sont solides, c'est une place forte plutôt de l'Est comme d'habitude. Et donc il nous reste 2 équipes, je les ai citées, on va passer à celle qui est projetée 2e de cette saison régulière
Et c'est à l'ouest. Ce sont les Phoenix Suns, projetés à 49 victoires. Donc les Phoenix Suns, on les connaît également. 3e attaque, 3e défense. Un effectif qui n'a pas beaucoup bougé malgré beaucoup d'histoires cet été, notamment autour de DeAndre Ayton. Mais donc même problématique finalement, un peu différemment, puisque c'est un des joueurs principaux, l'initiateur principal qui lui vieillit. Le reste de l'effectif est relativement jeune. On parle bien sûr de CP3 qui encore une fois, et on en a parlé dans le DH20, a du mal à être en forme tout au long d'une saison, tout au long des playoffs. On finit toujours par manquer de la production terrain de ce fameux Chris Paul. Madiane, est-ce que malgré cette belle projection d'après ESPN à 49 victoires, est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet pour les Suns? Moi, je commence à être un peu inquiet. En fait, j'ai l'impression que la fenêtre d'opportunité de titre dépendait. Enfin, je l'avais bien analysé ce coup-ci. Dépend trop de Chris Paul. Et sauf qu'en fait, Chris Paul, oui, il décline et que c'est peut-être pas possible en fait de garder cette fenêtre ouverte. Avec ton joueur le plus valuable, je dis pas que c'est le meilleur, et d'ailleurs Chris Paul n'est pas dans mon DH20 alors que Booker y est, mais le plus important pour l'effectif et sa façon de jouer, ça reste Chris Paul. Et Chris Paul, il a un historique qui est trop important. Si tu me dis que Chris Paul joue de l'intégralité des playoffs, je les vois comme étant dangereux, très dangereux même. Mais c'est pas quelque chose où on peut signer maintenant et on se dit oui, bien sûr que Chris Paul va faire l'intégralité des playoffs. Il y a beaucoup de fois, il y a à la fois avec Houston où en vrai ils partent pour gagner s'ils se blessent pas. Il y a effectivement là le dossier pour l'an dernier. Pour le titre, on a bien vu qu'il a eu du mal quand ils étaient en finale, que quand ça allait bien pour lui, ça se passait très bien pour les Suns qui menaient 2-0. Quand il a commencé à décliner dans cette série, notamment par l'impact physique qui lui a été imposé par les Bucks, qui est une équipe très physique. Enfin, c'est comme ça qu'ils se sont imposés. Et Booker, il avait beau mettre des cartons de points, hein, l'équipe elle gagnait pas le match. Moi, ça me fait peur. C'est vraiment, je les trouve trop Chris Paul dépendants en 2022. On va parler un peu de la même chose. Madiane a beaucoup parlé du cas Chris Paul. Il y a aussi toute cette histoire autour de DeAndre Ayton, cette ambiance qui semble quand même clairement dégradée, la hiérarchie qui est incertaine au niveau du terrain, parce que comme Madiane l'a bien dit, c'est-à-dire que si Chris Paul est moins là, s'il commence un peu il continue en tout cas, disons, à décliner, est-ce que Booker va vouloir reprendre le grand rôle de soliste? Est-ce que du côté de Michael Bridges, par exemple, on voudra pas avoir un peu plus de place? Bref. Il y a aussi d'autres questions autour de Chris Paul. Est-ce que toi aussi, tu as quelques inquiétudes au niveau des Suns ou quand même, tu penses qu'ils sont toujours là dans les contenders? Je suis très très inquiet parce que il semble que la saison dernière, c'était leur année, ils avaient toutes les armes pour aller au bout. Et en fait, déjà contre les Pels, tu rassures personne. Tu te fais même plutôt peur malgré des bons matchs, mais c'est une série on a commencé à avoir des problèmes. Et contre les Mavs, mais c'était soit tu mets. Enfin, le dernier match, c'était honteux, quoi. Et je me dis, en fait, ouais, la fenêtre s'est peut-être fermée parce que derrière, Chris Paul, il est plus jeune. Et même avant, il pouvait pas jouer parce qu'il était blessé. Pour pas répéter Madiane, en fait, Chris Paul, je sais pas dans quel état on va le retrouver en playoff. Et derrière le Media Day, je pense que c'est la seule équipe qui a réussi à foirer son Media Day cette année. Dans toute la ligue. Parce que ce qu'on retient, on retient des autres équipes des petites blagues, des photos sympas. On voit sur Twitter les photos des joueurs en se disant j'ai hâte de les voir jouer ensemble. C'est là on a mal les Media Day. Mais oui, Media Day normalement c'est bonne ambiance, c'est sympa. On te dit que les Kings vont aller en playoff, c'est cette année. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Et t'as les Suns avec DeAndre Ayton qui a l'air saoulé d'être là et qui raconte qu'il a pas parlé avec Monty Williams depuis les playoffs. Ils ont pas parlé en tête à tête. Pour rappel, Ayton, il avait pas joué une grosse partie de ce Game 7 à cause d'une dispute, on n'a pas les détails. Et moi, je me dis, je suis vraiment déçu de la part de Monty Williams parce que Ayton, il est jeune. C'était le rôle du coach de Monty Williams de l'appeler pendant la off-season, de passer un peu de temps avec lui, voilà, tu dois jouer une saison ensemble.
bah on va enterrer l'âge de guerre et faut y retourner. Je les demande pas d'aller en vacances tous les deux et de se voir après les matchs pour se faire des restos, mais juste il y a le côté sportif qui passe avant tes émotions là. Faut. Et puis la dernière fois qu'on a eu une rupture de dialogue coach-joueur, ça c'est très très mal fini, pour ne pas citer Ben Simmons et Doc Rivers. Bon, on en est pas là puisque Ayton est quand même. Enfin là-dessus, que ce soit du coup le coach qui a pas parlé à son joueur, mais le front office qui a envoyé l'été de l'an dernier un message affreux à son joueur en disant on te re-signera pas, pour finalement devoir quand même le faire cette année parce que tu n'allais pas ne pas le re-signer. On l'a dit et on l'a répété que ça ne servait à rien, qu'il y aurait toujours une franchise pour envoyer le paquet de pognon et que tu serais obligé de t'aligner parce que c'est un numéro 1 de draft et que tu ne trouveras pas mieux. Mais moi, je trouve ça lunaire que vraiment les mecs se sont dit l'an dernier. En vrai, si ça se trouve, DeAndre Ayton, j'espère il se fait le genou comme ça, on soit pas obligé. Mais parce que, hormis ce scénario où il se blesse, je voyais pas comment il signait pas le max l'année suivante. À moins qu'il soit nul. T'as littéralement parié pour que ton joueur soit nul. C'est vraiment ça le message. C'est pas une super stratégie. Hein. Ouais, c'est pas une super stratégie. Et comment il le prend? Mais évidemment qu'il le prend mal, le joueur. Ils ont de l'ego quand même. Moi, j'espérais que ça se règle autour d'un sign and trade ou quelque chose, parce que je ne voyais pas comment et il se retrouve avec. C'est ça qui est horrible. Donc, ouais, ça c'est, désolé, mais là-dessus, le front office a merdé avec son coach. Vous pensez que pendant la saison, il va se faire transférer? Je sais je crois que c'est jusqu'à janvier qu'il peut pas se faire transférer. Ouais. Mais pour vous, ça va aller ou au bout d'un moment, le front office va le dégager contre... S'il essaye de forcer son trade, à mon avis, c'est une mauvaise stratégie parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé par DeAndre Ayton à ce tarif-là. En vrai. Oui, ça demande beaucoup de pièces de compensation. Je pense pas qu'on en arrive là. Puis en plus, on est relativement pessimiste depuis tout à l'heure. On parle surtout des chances des Suns d'aller au bout. Mais si on calme un peu nos ardeurs et qu'on revient sur cette preview de saison régulière, même si tu es un peu amputé dans ta rotation, ton banc est pas extraordinaire. T'as perdu Elfrid Payton déjà. On salue ce cher Elfrid. Non, tu te retrouves avec t'as Cameron Payne, Landry Shamet, Damian Lee que t'as récupéré, Dario Saric. Bon, le banc c'est pas extraordinaire, mais quand même ton 5. Ton 5 théorique, CP3, Booker, Michael, Cam Johnson et DeAndre Ayton, même si ça s'entend pas très bien, tu vas gagner des matchs, tu vas te retrouver quand même en play-off. Certes, il y a des motifs d'inquiétude par rapport justement aux espoirs qu'on plaçait en eux suite à leurs résultats récents. Et donc c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Manian. Je pense que l'erreur à pointer générale du côté des Suns, elle est du côté du front office qui a mal négocié cette potentielle fenêtre de titre qui était assez réduite. On est en train de s'en rendre compte dans le temps parce qu'elle dépendait notamment du cas Chris Paul et de la santé de Chris Paul. Semble-t-il que ça a été raté. Après, est-ce que vous voyez quand même un monde, parce qu'on a été beaucoup négatifs. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus positive pour que les fans des Suns ne nous détestent pas suite à ces previews. Est-ce que vous voyez un monde où finalement, le dialogue reprend, CP3 va être un peu ménagé, mais arrive à peu près en forme au moment des playoffs. Devin Booker qui arrive peut-être un peu plus à diffuser sur ses coéquipiers, Michael Bridges qui continue sa progression. Le reste de l'effectif, on le connaît. Est-ce que on voit un monde un peu plus positif, Gabin? Je te vois sourire. Ramène du soleil un peu dans le cœur des Suns, sans mauvais jeu de mots. Je suis en train de me dire que si on était dans un shonen, je ferais bien gagner les Suns pour mon scénario. Ils se sont fait casser la gueule contre le grand méchant. Ils ont pris une énorme gifle alors qu'ils pensaient qu'ils iraient au bout. Et là, l'année d'après, ils apprennent leurs erreurs. Pendant la saison, ils résolvent tous les problèmes. Ils résolvent tous les problèmes. Et ça peut aller au bout. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, en fait. Là, pour moi, il y a eu trop de cassures de tous les côtés entre Chris Paul, qui est trop âgé, on a des incertitudes. DeAndre Ayton, qui est pas content d'être là, ça va pas. Monty Williams, qui lui a pas parlé. Par-dessus le marché, Jay Crowder, on ne sait pas pourquoi, il veut plus jouer. Franchement, je me dis qu'il y a d'autres équipes qui ont l'air beaucoup plus, même si sur le papier sont moins fortes, ont une cohésion d'équipe beaucoup plus forte et peuvent aller plus loin juste là-dessus, en fait. Parce que là, les Suns, je sais pas, on a tous ce pressentiment bizarre que ça va mal se passer. Écoute, je pense que on a fait le tour, effectivement, il y a quelques réserves sur le Suns, mais c'est assez intéressant et je pense que on va aller sur l'équipe d'après justement pour terminer là-dessus, pour ensuite faire une espèce de conclusion de preview. Mais depuis tout à l'heure,
on a des réserves sur à peu près chaque équipe. Et j'y reviens une nouvelle fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clair favori. Parce que le numéro 1, parlons-en du numéro 1, qui est quand même donc le favori d'après cette projection, une nouvelle fois, d'ESPN. Pour la saison régulière, hein, je le rappelle, ce sont des résultats, c'est une projection mathématique de Kevin Pelton d'ESPN pour définir les résultats en saison régulière. Les numéros 1 sont les Boston Celtics. Les Boston Celtics projetés à 53,9 victoires. Madiane ne commence pas à rire. 53,9 victoires, 10e attaque, première défense la saison dernière. Donc un effectif, une nouvelle fois, on le connaît. Il n'y a pas eu de changement majeur, même si on a récupéré en plus une belle pièce en la personne de Malcolm Brogdon. On pourra en parler en termes de profil, ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et la NBA et son... alors je sais pas si c'est son côté shonen, mais plutôt son côté sitcom, en tout cas série à rebondissement en permanence, nous a offert malheureusement une affaire hors terrain. On va pas y revenir trop longuement, mais disons que les Celtics vont devoir faire sans leur coach cette saison. Un scandale en interne qui a aussi peut-être créé quelques cassures. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations, mais ça, pour ce type de scandale, ça peut arriver. Et donc on va se retrouver avec un coach rookie et pourtant des attentes forcément élevées. On voit ce type de projection, on vient de faire des belles saisons, on a un Tatum qui grimpe petit à petit dans la hiérarchie des joueurs NBA, encore une nouvelle fois dans le DH20. Un Jaylen Brown, tu les as cités tous les deux, Madiane, tout à l'heure, pour une aile qui peut poser problème aux autres contenders de la conférence notamment. Bon, une fois tout ça mis en place, je vais reprendre l'analogie de Gabin. Alors, je sais pas si on est dans le shonen, mais en tout cas dans la fiction, est-ce qu'on n'a pas tous les ingrédients pour une catastrophe annoncée du côté des Celtics? C'est-à-dire qu'on a des grosses ambitions, des très bons joueurs, et puis ça commence avec des scandales. Enfin, soit, c'est-à-dire qu'il y a deux scénarios, je te laisse le choix maintenant, Madiane. Où est-ce qu'on met les pièces? Soit énorme saison des Celtics, Tatum devient incroyable et ils arrivent au bout. Il l'est déjà. Il est déjà relativement incroyable, mais encore plus, disons, est-ce que les Celtics vont satisfaire ses attentes, vont finir premier de la conférence, vont être un vrai contender, ou est-ce que, attention à l'accident pour les Celtics, Madiane? J'y crois fort en ces Celtics, malgré tout. Malgré tout ça, j'y crois fort. Non, mais moi, je trouve que, enfin, j'ai pas envie de jouer contre ces gens-là. Alors, niveau blessure, évidemment, Robert Williams, c'est chiant. Mais justement, il fait l'opération maintenant. Il revient d'ici entre 8 et 12 semaines et c'était fin septembre que j'avais vu ce rapport-là. Donc bon, on peut espérer le revoir avant la fin de l'année. Peut-être, ou sinon 2023. Ça laisse le temps pour monter en régime pour les playoffs. Ok, ils perdent Gallinari. Bon, est-ce que c'était la pièce la plus importante de l'effectif? À mes yeux, non. Est-ce que tu en as besoin pour tes playoffs? Je n'étais pas sûr qu'il jouerait vraiment beaucoup. Par contre, Brogdon, moi ça me vend du rêve. Brogdon, Smart, Horford, Brown, Tatum, moi ça me vend du rêve. Je suis désolé, ça me vend du rêve. C'est solide, je trouve intelligent. C'est intelligent. Il y a un bon QI basket. Il faut pas oublier que la saison dernière, ils finissent très fort la fin de saison et ça leur donne le lancer pour les playoffs. Ils avaient vraiment du mal à se trouver en début de saison et c'est plutôt vers la fin que ça a cliqué. Le coach, moi, je reprends un peu ce que me disait mon fan Celtics numéro 1, Alan. Les critiques qu'il a mangées tout l'an dernier. On va pas me faire croire maintenant que c'est l'énorme perte de l'intersaison. Alors ok, l'histoire elle est bizarre. Ok, ça a fait du bruit en interne. Bon, on va quand même espérer que ils vont pas devenir d'un seul coup une équipe nulle juste parce que le coach n'est plus là. Ça reste quand même les joueurs qui jouent. Et puis bon, pour ce qui est de son remplaçant, moi j'ai pas d'avis dessus. Donc peut-être qu'on aura une très bonne surprise. Non, franchement, moi, je suis très optimiste. Je trouve qu'en plus, ils sont plus forts. Donc, je les trouve plus forts. Donc, j'en attends beaucoup de ces Boston Celtics. Effectivement, Madiane qui s'est concentré sur le terrain. Gabin, je vais te relancer sur le contraste avec les Suns juste avant. Parce qu'en fait, est-ce que du coup, par rapport à ce type de scandales qui peuvent se passer, la grande force des Celtics, c'est pas justement l'organisation? Je ne veux pas parler juste du front office, mais de l'organisation qui semble quand même plus solide, qui a réagi plutôt bien, semble-t-il. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Ça a été assez rapide. Ils ont contrôlé leur communication sans grosse fuite. Les informations sont arrivées petit à petit.
On sait bien que donc leur GM est leur ancien coach, donc finalement, il peut avoir une petite vue sur le sportif. Est-ce que justement, voilà, est-ce que c'est pas ça qui est rassurant du côté des Celtics finalement? En plus donc du terrain, Madiane l'a très bien évoqué, on va pas le paraphraser, mais c'est qu'en plus, t'es sur une organisation solide et finalement, ils peuvent peut-être encaisser toutes ces histoires. Bah ouais, leur gars, je trouve que les réactions ont été top et je préfère le voir Ime Udoka en fait en dehors des parquets plutôt que malgré les affaires que l'équipe se dise non, il est beaucoup trop important et le laisse coacher encore une saison. Du coup, je pense que ça peut apporter une bonne dynamique à l'équipe plutôt que de voir des joueurs dégoûtés de jouer pour un tel coach. Donc, à voir ce qui va se passer. Après, du coup, Joe Mazzulla, le remplaçant, il va avoir beaucoup de pression là, parce que on vise le titre et rien d'autre. Donc, je crois qu'on se rend pas compte de la pression qu'il a sur les épaules. Mais, on rappelle, Ime Udoka, finalement, c'était un coach rookie. Il emmène son équipe en finale NBA. Et dans l'histoire récente, on a Nick Nurse, coach rookie, qui emmène les Raptors à gagner le titre. Bien placé, gamin, bien placé. Ah, t'as vu? Donc je me dis, écoute Joe, t'as toutes les cartes en main, t'as un effectif de fou. On te demande beaucoup dès ta première saison, mais ça c'est une opportunité en or pour sa carrière. Donc là, faut qu'il la saisisse et cet effectif, j'y crois. Maintenant, ça va te jouer. Un bon résumé. Je pense qu'on va pas s'étaler sur le basket. Tu l'as très bien résumé, Madiane. Cet effectif, il est solide. L'ajout de Malcolm Brogdon, scié à leurs besoins, etc. Mais c'est les favoris à Vegas et c'est pas pour rien. Enfin, désolé, hein, c'est favori. Mais justement, j'ai envie qu'on prenne ce recul-là, qu'on parle justement un peu plus global, vu qu'on arrive au bout des previews. Il nous reste quelques minutes avant d'arriver à l'heure. On pourrait dépasser un petit peu, mais justement par rapport à ce dernier épisode, puisque c'est là où on a parlé des plus grands favoris, mais aussi on peut revenir globalement sur les autres contenders. Il y a beaucoup de questions à travers, je l'évoquais tout à l'heure, à travers la NBA, sur beaucoup d'équipes qui ont quelques problématiques. Bon, au ton qui vient d'avoir sur les Celtics, on a l'air moins inquiet à ce niveau-là, puisqu'on est quand même plus sur des questions hors terrain que terrain, même si forcément, évidemment, tu as évoqué les quelques blessures qui sont arrivées. Si du coup, on devait faire, pour Dunk Hebdo, on sort un peu des previews d'ESPN, vos favoris pour la saison régulière, allez, pour le titre derrière, est-ce que les Celtics sont clairement devant les autres? Est-ce qu'il y a plusieurs tiers? Est-ce qu'il y a des demi-tiers? Madiane, je me tourne vers toi pour commencer. Tu as l'air d'être clairement plutôt partisan de mettre une piécette du côté de Boston. Moi, j'ai un tiers à 4 équipes, Celtics, Warriors, Clippers, Bucks. Et après un tiers de deuxième niveau avec les Nets et les Suns. Ça. Moi, généralement, je me dis que pour le titre, faut pas aller au-delà de 6 parce que là, après, c'est du tir à l'aveugle. Et moi, j'imagine ces deux tiers-là. Si c'est les Suns ou les Nets, c'est une surprise à mes yeux. Et Bucks, Clippers, Warriors, Celtics dans le même tiers avec un avantage quand même dans ce groupe-là aux Celtics et aux Warriors. Et donc, tu n'as pas les Nuggets qui étaient dans cet épisode. Pour toi, ils font pas partie des potentiels contenders de cette année. Je les vois avec les Sixers, justement, dans un autre tiers. Très bien. Gabin, plus ou moins même question. En tout cas, si tu veux mettre quelques économies, est-ce que tu as plusieurs équipes que tu as envie de mettre en avant? Moi, il y en a 6. Et je vais commencer par celle... En fait, je les ai taclées, mais je vois quand même les Suns dans ce premier groupe. Après, à l'ouest, on a les Warriors et les Clippers. Et à l'est, en fait, je vois le trio Bucks, Sixers, Celtics, qui pour moi sont à peu près au même niveau. Et je serais vraiment surpris que ça soit une équipe hors de ce top 6 qui finalement remporte le titre. Après, finalement, en fait, je pense qu'on va avoir une très belle saison NBA. Parce que dans ces 6, je pourrais pas vraiment faire un classement. Je pourrais faire un classement de saison régulière. Mais un classement de chance de qui va gagner véritablement le titre, c'est très très compliqué. Donc je suis vraiment excité parce que ça peut être du très très lourd les playoffs cette année. Ouais, bah ça on est bien d'accord. Comme chaque année, on est quand même sur NBA que peut-être depuis quelques années en tout cas un peu plus un peu plus dense. C'est plus Cleveland et Warriors. Voilà, merci Duren d'être parti. T'as été plus clair que moi, Mathieu. Par contre, moi je suis très curieux de voir les premiers matchs parce que les Nuggets c'est des points d'interrogation. Je sais pas comment vont jouer les Sixers, je sais pas comment vont jouer les Clippers, les Nets, je sais pas. En plus, j'ai pas regardé la pré-saison parce que j'aime pas la pré-saison. J'aime pas tirer de conclusions sur la pré-saison.
Même au bout de 10 matchs NBA, j'aime pas en tirer. Donc du coup, ça fait longtemps. Je pense que aussi il y a une belle pause, que je sais que je vais vraiment manger énormément de NBA sur les premières semaines, mais vraiment à des grosses doses. Et je pense que je vais tourner à 3-4 matchs par jour facilement. Ah, c'est vrai qu'on a une saison régulière assez excitante, parce qu'effectivement, là, je vous ai lancé sur les favoris, mais pour revenir un peu sur les previews, il y a plein de batailles intéressantes. On a beaucoup parlé des ventres mous à l'ouest, ça va être vraiment la guerre de tranchées. À l'est aussi, où il y a quand même pas mal de questions entre les prévisions. On peut, voilà, on en a parlé, les prévisions là qu'on a vues des Hawks, des Knicks, des Hornets, qui sont un peu plus hauts peut-être que ce que nous on peut les voir. En tout cas, voilà, il y a des ventres mous à Cleveland en pleine progression évidemment, enfin en tout cas qui pose beaucoup de questions. Bref, une saison assez excitante qui nous attend. Et voilà, c'est comme ça qu'on va conclure les previews de cette année, 5 épisodes avant le démarrage de la saison régulière qui se rapproche là, donc dans un peu plus d'une semaine maintenant. On va pouvoir retrouver notre NBA. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cet épisode, pour toutes les previews. Évidemment, vous retrouvez tout ça sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify, où vous voulez. On est toujours ravis que vous nous mettiez un commentaire, des petites notes évidemment. Sur Twitter, vous pouvez venir échanger avec nous, venir débattre, même annoncer votre avis, dire que votre équipe aurait dû être beaucoup plus haute, parce que évidemment, après le Media Day, sauf si vous êtes du côté des Suns, vous pensez que votre équipe est favorite, et vous avez bien raison. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les Bulls auraient dû être beaucoup plus hauts. Et ça, c'est l'avantage du présentateur. Ça me permet de glisser ce genre de petits messages en fin de podcast. Dans tous les cas, on a passé l'heure de podcast. Donc, je vous remercie, Gabin, Madiane. Merci d'avoir été avec moi. Et puis, on se retrouve bientôt pour le démarrage de la saison. Bonne saison à tous. Salut.